D'accord, on a parlé de réflexe bicipétal et réflexe tricipétal. Maintenant, le réflexe rotulien. Et maintenant pour le réflexe achillien. Pour le réflexe bicipétal avant l'avant-bras demi-fléchi, d'accord, en supination, en reposant sur l'abdomen. On fait la percussion du pouce de l'examinateur. Bon, c'est le racine C5. Pour le tricipétal, c'est la percussion du tendon de triceps, c'est le C7. Pour le rotulien, c'est le L3, L4. D'accord, on a une contraction de quadriceps parce que c'est l'extension. Pour l'olicrin, c'est la proéminence osseuse de l'extrémité de l'ulna, d'accord. Triceps aussi, c'est un extenseur. Bicipétal, c'est le muscle, c'est un fléchisseur. D'accord. On a dit le réflexe achillien, c'est le S1. Le rotulien, c'est le L3, L4. Bon, pour les récepteurs, on a trois récepteurs, osseo-tendineux, cutanés, d'accord, et muqueux. Les réflexes osseo-tendineux peuvent être abolis en cas d'atteinte périphérique des nerfs ou en cas d'atteinte centrale médulaire, d'accord, aiguë, comme le choc spinal, c'est la section spinale. Et même les réflexes osseo-tendineux vifs sont pathologiques. D'accord, dans le réflexe achillien, bien sûr, le patient en décubitus dorsale avec le pied relâché ou assise et jambes pendantes. Normal, c'est l'extension de la cheville. Bon, on va parler des syndromes. On commence par le syndrome pyramidal. Bon, pour le syndrome pyramidal, c'est quoi le syndrome? C'est plusieurs symptômes, d'accord? On va regrouper les symptômes dans un syndrome. Syndrome pyramidal, bon, on commence par le déficit moteur. Il y a un déficit moteur. Pour le manœuvre de Barré au membre supérieur, il y a une chute. Parce que déficit moteur, d'accord, plus ou moins rapide et les mains creuses. Pour le manœuvre de Mingazzini, d'accord, Barré au Mingazzini, c'est un déficit facial inférieur épargnant le facial supérieur. D'accord, épargné. C'est une atteinte d'origine centrale. Pourquoi? Parce que le supérieur a une double innervation, d'accord, corticale, parce que l'innervation, elle est corticale et inférieure, elle est innervée juste par l'hémisphère contralatéral. Je sais, ما فهمتوهاش bien, mais je pense ما هذا le schéma تفهموا. Bon, pour la voie corticobulbaire supérieure, on a une double innervation, mais l'inférieur, c'est contralatéral, d'accord. C'est pour ça le déficit facial inférieur épargnant le facial supérieur. Parce que le supérieur, il y a une double innervation corticale, d'accord. Mais l'inférieur est une innervation juste par l'hémisphère contralatéral. Bon, pour les réflexes osseo-tendineux sont très vifs. Extension de la zone réflexogène, d'accord. يعني كي ديروا les réflexes تلقاوهم extension de la zone réflexogène. Et où نديروا le réflexe تلقاو réponse diffusée à un autre groupe musculaire. Il est polycinétique, ça veut dire que l'on use de la cheville à cause de désinhibition rythmique involontaire. C'est pour ça qu'il est polycinétique. Une spasticité, on parle de spasticité parce que c'est hypertonie pyramidale et elle est élastique, spastique, mais plastique, c'est dans l'extrapyramidal. C'est dans le limbe de canif. Bon, hypertonie pyramidale au début, elle est forte, puis c'est donc brusque, d'accord. On a dit plastique, non, on a dit élastique, c'est pyramidal, ici spastique. L'hypertonie spastique, quand on déplace le segment, la résistance augmente avec le degré d'étirement. Si ça spastique. Et le membre abandonné, d'accord, il reprend sa position initiale. Ça veut dire au lame de canif. Je pense que le service, tu vois bien.
Pour l'hypertonie plastique de l'extra-pyramidal, on peut dire un tuyau de Blomb, d'accord, de Plomb, parce que c'est uniforme, d'accord, ou en alternance de renforcement au relâchement, c'est rodenté. C'est le phénomène de rodenté. Pour la spasticité dans le syndrome pyramidal, c'est une hypertonie pyramidale dite élastique, sédant en lame de canif. Elle prédomine sur les fléchissures du membre supérieur. Bon, et sur les extenseurs du membre inférieur. كيف تشدوها عندكم inférieur F, c'est l'inverse. Fléchisseur F, c'est dans le membre supérieur, mais inférieur, c'est extenseur. C'est la marche en fauchant. La marche en fauchant, d'accord, c'est caractéristique de l'hémiparésie spastique. Arc de cercle pour avancer l'autre. Le patient il dessine un demi-cercle pour avancer l'autre membre. C'est ça la démarche en fauchant. Le signe de Babinski, le signe de Babinski, c'est l'extension du gros orteil lors de la stimulation du bord externe de la plante du pied. Heel along the lateral aspect of the foot forwards towards the great toe. In a normal human being, it will result in the flexor reflex or grasping of the toes. The Babinski sign or reflex is a pathological reflex and is characterized by extension of the big toe and abduction of the other toes, which is also called the fan sign or signe de levante. In severe cases, the Babinski sign may be accompanied by hip and knee flexion. A positive Babinski sign indicates disturbance of the pyramidal system, either from structural damage or temporary disturbance due to epilepsy. On a aussi l'atteinte d'un hémicorps. C'est une atteinte supramédulaire, déficit contralatéral à la lésion touchant la face, hémiplégie ou hémiparésie si incomplet. Pour le déficit moteur, on a dit il y a une atteinte supramédulaire, d'accord, au-dessus de la moelle. Déficit contralatéral à la lésion touchant la face. C'est une hémiplégie ou hémiparésie si incomplet. Mais en cas d'une atteinte bulbaire ou médulaire partielle hémimoelle, hémiplégie homolatérale. D'accord, parce que la décussation, c'est au niveau de bulbe. Mais s'il y a une atteinte bulbaire ou médulaire partielle, elle est homolatérale. C'est parce que c'est après la décussation. Épargnons la face si la lésion au-dessus de C4, ça veut dire c'est au-dessus de C4, elle ne touche pas la face. Ne touchant que le membre inférieur, c'est sur C4. Atteinte des 4 membres, ça veut dire quoi? Atteinte de 4 membres, les deux membres supérieurs et les deux membres inférieurs. C'est une tétraplégie. Paralysie complète, si atteinte de la moelle cervicale. D'accord, il y a une atteinte complète s'il y a une atteinte de la moelle cervicale. Si il y a une atteinte de 2 membres inférieurs, on parle de paraplégie. Tétraplégie, ça veut dire les 4. Paraplégie, ça veut dire les 2 membres inférieurs. D'accord, s'il y a une atteinte après le C4. Pour résumer, au-dessus de décussation, c'est contralatéral. Au-dessus de décussation, c'est contralatéral. Cervicale haute, c'est C1, C4, c'est tétraplégie. Sous C4, c'est paraplégie. Pour le syndrome cérébelleux, on a deux, statique et cinétique. Statique, c'est l'ataxie cérébelleuse. D'accord. On parle de l'atteinte vermienne parce que dans le cervelet, on a les deux hémisphères et le vermis entre les deux. Il y a une atteinte vermienne. Pour l'ataxie cérébelleuse, statique, يعني كيكون ما يتحرك, c'est ça statique. Il y a cinétique, au mouvement. Pour statique, c'est un élargissement de polygone de sustentation. Ça veut dire quoi? يعني يبدا يبعد برجليه باه يقدر يشد التوازن تاعو. C'est ça, élargissement du polygone de sustentation, dense des tendons. Ça veut dire des oscillants involontaires et rapides des tendons. D'accord. Lorsque le membre inférieur il est en position assise. C'est ça la danse du tendon. La marche hybrieuse. D'accord, on parle une marche hybrieuse. Instabilité au démétur, c'est l'impression de tangueur. Marche sur un bateau, c'est comme marcher sur un bateau, d'accord. C'est ça la marche hybrieuse. Marche. Elle est dite dans un moyen fessier. La démarche en fauchant de l'hémiplégique. Le membre inférieur en extension décrit à chaque pas un arc de cercle plus ou moins évident, comme celui d'une faucille, d'où le nom de démarche en fauchant. Mais dans tous les cas, la pointe du pied et son bord externe viennent racler le sol.
L'hémiplégie est souvent due à une atteinte de la voie pyramidale et donc on voit souvent cette démarche dans le syndrome pyramidal. À présent, nous... Bon, pour la marche ébrieuse, c'est ça la marche ébrieuse. Bon, on a dit marche ébrieuse, instabilité en demi-tour, impression de longueur, marche en funambule difficile voire impossible, d'accord. Il ne peut pas marcher en funambule. Attention à ne pas confondre avec un vertige. C'est pas vertige parce que vertige c'est vestibulaire. C'est l'environnement qui tourne. Mais ici, c'est pas un vertige. Syndrome cérébello-cinétique. C'est l'atteinte des hémisphères. On a l'hypermétrie, ça veut dire elle est exagérée. La dysmétrie par l'épreuve Douani. Tremblement tridimensionnel, l'épreuve Douani ou le talon. Talon-genou. Épreuve de Douani et talon-genou. C'est la télébradykinésie, d'accord. C'est des mouvements ralentis, retardés et mal contrôlés. La dysarthrie cérébelleuse, c'est des paroles scandées, ça veut dire les syllabes séparées par des pauses. Explosive, il mâche les mots avant qu'il les crache, c'est ça. Ça veut dire il y a une difficulté d'articuler les mots. Il mâche ces mots avant qu'il les crache. Parce que le cervelet coordonne les muscles de phonation. Bon, attention, ces signes sont toujours ipsilatéraux à la lésion. Pourquoi ipsilatéraux? Parce qu'il y a un double croisement. Le premier au niveau du cervelet et le deuxième descend vers le côté homolatéral. C'est pour ça que c'est ipsilatéraux. Mais pour la marche en funambule, c'est ça. La marche en funambule. C'est ça la marche en funambule. Je me sens fatigué, mais dans l'ensemble, ça va. D'accord. Vous pouvez tendre les mains devant vous, monsieur, comme ça, oui. Pour les autres signes, on a l'hypotonie musculaire. D'accord, l'hypotonie musculaire parce que le cervelet ajuste le tonus de base. Il y a une hypotonie musculaire. Le signe de fluo d'arme, ça veut dire quoi? Il tombe comme un fluo, il n'y a pas de résistance lorsqu'on mobilise passivement. C'est ça le signe de fluo d'arme. D'accord, c'est quoi le fluo d'arme? C'est bon. C'est une boule hérissée reliée à une manche, d'accord. Bon, c'est ça le fluo d'arme. Boule hérissée reliée à une manche, c'est ça. Et pour les réflexes, on dit que sont pendulaires. Pendulaire, ça veut dire aussi comme un pendule. D'accord, il n'est pas freiné, c'est ça. Il n'est pas freiné. Adiadocosynésie, c'est des difficultés à effectuer des mouvements rapides de pronation et supination, comme le manœuvre de marionnette. D'accord. Marionnette, d'accord. C'est ça les marionnettes. Manipulées par des personnes. Comme le manœuvre de marionnette. On parle de l'adiadocosynésie. Il y a aussi la dyschronométrie, c'est les manœuvres de Moulinet. C'est des mouvements circulaires. D'accord. Enfin, on trouve une désynchronisation. Ces difficultés d'arrêter un mouvement à temps, comme toucher le nez, toucher son nez. Il dépasse la cible. C'est ça la dyschronométrie. La synergie, c'est l'absence de décollement de talons en position accroupie. D'accord. Les talons restent collés au sol. C'est ça le mouvement, l'épreuve talon-genou. Marcher en funambule. Le réflexe cutaneo-plantaire. D'accord. Pour le réflexe cutaneo-plantaire, on le recherche au niveau de la plante du pied, à l'aide d'une crête-mousse, pointe d'un aiguille par exemple, d'accord. On simule la poux, on contourne progressivement le bord externe du talon, d'accord. C'est le bord externe, on commence par le bord externe. Après,
bord externe du pied pour finir à la base des orteils. On termine par la base des orteils. Le bord externe du pied, on termine par on termine à la base des orteils. À l'état normal, on obtient comme réponse une flexion des orteils. À l'état normal, c'est une flexion des orteils. On dit que le RCP est en flexion, la réflexe est le S1. Il peut également être indifférent, il n'y a pas de réponse. En situation pathologique, c'est le signe de Babinski. La réponse obtenue est une extension lente, d'accord, du gros orteil. On dit que le RCP est en extension. C'est ça le signe de Babinski. C'est un signe pathognomonique d'une atteinte pyramidale. Pour l'examen de la sensibilité superficielle, elle est élémentaire. Il y a deux types, c'est la sensibilité tactile et thermique. Tactile, bien sûr, à l'aide d'un tampon de coton, on utilise le coton, ou une effleurant la peau avec la bulbe des doigts. L'exploration est menée conjointement à celle de la sensibilité douloureuse. D'accord. Cette exploration, on a dit, est menée conjointement à celle de la sensibilité douloureuse. D'accord. C'est avec le coton et avec l'épingle à la piqûre. Et pour la sensibilité thermique, explorer à l'aide de deux tubes, l'un chaud mais non brûlant, d'accord, et l'autre glacé. C'est pour stimuler les dermatomes. Pour la sensibilité profonde, c'est la sensibilité proprioceptive. Il explore les sensations douloureuses portées au niveau du muscle. Profonde, bon, on a dit les tendons, les ligaments. On utilise le diapason. La sensibilité arthrokinétique, ça veut dire la sensibilité des articulations, renseigne sur la position du segment des membres. Elle est mieux étudiée au niveau des extrémités par la mobilisation d'un doigt. يعني مثلا هنا نحركوا له doigt تاعو نقولوا له اسكو راني نطلع فيه راني نهبط. Bon, on résume. On a dit l'explore la sensation douloureuse, sensibilité profonde, on a dit le diapason. Bon, les vibrations s'arrêtent, il doit être ressenti plus de 8 secondes. Plus de 8 secondes. Si moins de 8 secondes, on parle de hypopalesthésie. يعني كي ديروا الديابازون نورمالمون يحس بهذوك les sensations plus de 8 secondes. إذا كانوا قل من 8 secondes, c'est une hypopalesthésie. Pour l'arthrokinésie, d'accord, on déplace le membre, le gros orteil, les doigts. D'accord, on dit est-ce que راني نطلع فيه نهبط فيه, c'est ça la sensibilité arthrokinétique. La sensibilité vibratoire. Bon, il y a le diapason. Elle s'explore par l'utilisation de diapasons de fréquence lente appliqués sur les tuberosités osseuses, styloïdes, olicrane, d'accord, styloïdes de l'ulna. L'olicrane, c'est la partie externe postérieure de l'ulna, clavicule, l'écrase iliaque, rotule, l'écrase tibiale, d'accord, le bord externe du tibia, les malléoles, d'accord, de la cheville. Pour les nerfs crâniens, bon, on a deux paires de nerfs crâniens qui n'ont pas tous la même signification. On commence par le nerf olfactif. D'accord, on commence par le nerf olfactif. Après, on a le nerf optique. Pour le nerf optique, bien le nerf olfactif, formé de multiples petits filets nerveux issus de la mycose olfactive. olfactive نعطيو حاجه يشمها bien sûr ما تكونش حاجه هكا comment dirais-je. المهم le nerf olfactif نديرو حاجه يشمها. هذه هي l'exploration du nerf olfactif. Le nerf optique, on demande de patient de dénombrer les doigts. يعني نقولوا شحال ندير له هكا les doigts تاعي نقول شحال كاين 2 3. Et aussi le champ visuel. D'accord, on demande au patient de fixer le nez وانا نبدل les doigts تاعي نقول له اسكو راك تشوف, يعني pour tester le champ visuel. Le 3 c'est l'oculomoteur. Le 3, le 4. Le 3, l'oculomoteur commun. Le 4, le pathétique ou le trochléaire. Et le 6, d'accord, c'est aussi le nerf oculomoteur externe. Bon, hadita l'oculomotricité. On a le 5. Le 6, on a dit c'est l'oculomoteur externe, c'est l'abducens.
on demande du patient de regarder dans toutes les directions, d'accord? Et aussi, on déplace la tête dans toutes les directions. Pour l'oculomoteur externe, on a l'oculomoteur externe, intrinsèque, et même on recherche les réflexes d'accommodation-convergence. Même est-ce qu'il y a de myosis, ptosis, tout ça. Pour la paralysie de Troie, on a ptosis, ça veut dire chute de la paupière supérieure. Mydriase aréactive, ça veut dire lorsqu'on rapproche la lumière, il y a une mydriase aréactive. Strabisme divergent, d'accord, et il y a une diplopie verticale. Pour le paralysie de 4, c'est surtout la diplopie verticale, et le paralysie de 6, aussi la diplopie et le strabisme convergent, diplopie horizontale. Pour le 5, trijumeau, on explore le 5. Bon, le 5, on a le 5 moteur et le 5 sensitif. On a aussi le nerf facial. Pour le nerf facial, on demande au patient de pincer les lèvres, de sourire, de gonfler les joues, d'accord? Tout ça pour explorer le nerf facial. Le nerf vestibulo-cochléaire, on a la voix chuchotée, on a l'épreuve de la voix chuchotée et l'épreuve de diapason. L'épreuve de voix chuchotée, نخليه نعطي الباسيون يسمع le tic-tac, d'accord, les frottements des doigts. Bien sûr, chaque oreille et l'autre elle est obstruée, d'accord. Et le diapason, c'est l'épreuve d'urine. Et pour les noyaux ambigus, le 9, le 10 et le 11, on a le nerf glossopharyngien, le nerf pneumogastrique et le nerf spénal. Pour le 9 et le 10, on recherche surtout les réflexes. Et pour le 11, c'est le nerf spénal, accessoire. On demande au patient de fléchir la tête et de soulever les épaules. يعني نقولوا طلع هكا les épaules تاعك. C'est pour rechercher une paralysie du sternocleidomastoïdien ou de trapèze. Et le nerf grande époglosse, c'est pour la motricité de la langue. Bon, ici, ptosis d'un œil, d'accord. On demande à la patiente de regarder à droite. Elle ne peut pas elle ne peut pas regarder vers l'antérieur parce qu'il y a une atteinte du droit interne, innervé par l'oculomoteur commun. Et on a aussi le nerf trijumeau. Pour la paralysie faciale périphérique, pour la paralysie faciale périphérique, on a déficit de la fermeture de l'œil associé à une asymétrie faciale du même côté. Le déficit de la fermeture de l'œil associé à une asymétrie faciale du même côté, on a aussi avec le signe de Charles-Bell ou de signe de Souk. C'est quoi le signe de Charles-Bell? Il y a une atteinte des muscles innervés par le nerf facial. D'accord. L'œil ne ferme pas correctement et l'œil monte vers le haut. Pourquoi? Parce qu'il y a l'état normal. كي نغلقوا عينينا هذيك العين تاعنا تطلع. Mais في هذا le cas, il y a une atteinte du muscle innervé par le nerf facial. C'est pour ça l'œil ne ferme pas. Mais l'œil تطلع يعني تبقى تحس باللي عينها تغلقت mais non. C'est pour ça on a l'œil ne ferme pas et l'œil monte vers le haut. C'est une paralysie faciale périphérique, ça veut dire un déficit de la fermeture de l'œil. Aussi, on a le signe de Charles-Bell et l'effacement des rides du front sont homolatérales. Pourquoi? C'est le signe de Poussier de Babinski. Parce que la fermeture, quand on ferme fortement les yeux, les cils restent visibles. D'accord? Parce que la fermeture, elle est incomplète. C'est ça le signe de Poussier de Babinski. On a aussi une hyperacousie douloureuse. Pourquoi? Parce que le nerf facial innerve le muscle stapédien de l'oreille moyenne. Le réflexe stapédien protège l'œil. C'est pour ça le réflexe stapédien il est aboli
En cas de paralysie faciale périphérique, on a une hyperacousie douloureuse par atteinte du réflexe stapédien. Et pour la paralysie faciale centrale, c'est une atteinte inférieure, d'accord. On a dit supérieure, on a une double innervation, mais inférieure de la face, c'est juste contralatérale, c'est une innervation contralatérale. Et même on a une déviation de bouche vers le côté sain. Pourquoi? Parce qu'il prend le relais et il travaille. C'est pour ça qu'on a une déviation vers le côté sain. Et je vous remercie pour votre attention.